Quand l'enfant est autonome pour respirer et pour s'alimenter, il peut rentrer à la maison. Mais ce moment tant attendu peut aussi être source d'angoisse. Comment faire pour s'occuper seul de son bébé sans l'équipe médicale? Comment savoir s'il grandit bien, s'il n'a pas de séquelles? Qui va assurer son suivi? Comment aider son enfant à bien grandir? Pour répondre à toutes ces questions, j'accueille le docteur Simona Sermassi, qui est pédiatre, coordinatrice du réseau de santé périnatale parisien et aussi pédiatre libérale. Et Simona, qui est maman de 2 jumeaux nés prématurément. Et évidemment, on reste aussi avec le docteur Zupan-Simonek, pédiatre hospitalier et aussi pédiatre en CAMS. Simona, vous êtes la maman d'une petite Lisa qui est née très prématurément, à 24 semaines de grossesse. Elle a maintenant 7 ans. Est-ce que vous vous rappelez ce que vous avez ressenti quand on vous a dit que vous alliez pouvoir rentrer avec votre fille à la maison? Je m'en souviens très bien, en fait. En réalité, on a compris très tard que Lisa allait vraiment survivre. En fait, elle est restée hospitalisée 3 mois et demi. Et c'était à peu près 1 mois après sa rentrée à la maison qu'on a vraiment compris qu'on allait partir avec elle et la ramener avec nous. En fait, du coup, Lisa avait un frère jumeau, Robert, qui est décédé un jour après la naissance. Et donc, c'est aussi à cause de ça, je pense qu'on était très prudents. On ne voulait pas se faire beaucoup d'illusions. Et donc, en fait, quand la nouvelle est arrivée, Lisa allait rentrer, on était surpris, on était contents, on était angoissés, parce qu'en fait, on ne s'est senti pas prêt encore. Mais pendant les mois qui restaient, l'équipe soignante nous a beaucoup accompagnés, nous ont tout expliqué. Et en fait, le moment venu, on était prêts. Vous étiez prêts. Mais ça vous a quand même beaucoup angoissé quand on vous a dit que vous alliez rentrer. Parce qu'à ce moment-là, en fait, on ne s'occupait pas encore complètement de Lisa. Évidemment, on n'était pas là la nuit, en fait. Et on avait encore plein de questions. Il y avait encore pas mal de câbles sous Lisa. Donc, on se disait quand même comment on peut faire. Et en fait, non, après, tout se passe bien. Ça a été après. Oui. Docteur Sermassi, on l'a entendu avec Simona. Le retour à la maison, c'est quand même une période délicate, même si après ça se met en place. Est-ce qu'il y a des aides, des relais pour aider les parents juste après la sortie? Oui, en effet, la période juste après la sortie est assez mal vécue par les parents au tout début parce qu'ils étaient bien entourés à l'hôpital par l'équipe soignante et se retrouvent d'un coup tout seuls, même s'ils ont eu beaucoup de consignes, beaucoup de conseils. Donc, pour pallier à ça, on peut les mettre en lien avec l'HAD, l'hospitalisation à domicile. C'est le service de néonatologie de dernière hospitalisation qui décide au cas par cas vers quelle famille est orientée vers ce service. C'est le service où le bébé est hospitalisé qui met en place, c'est ça qui dirige? Oui, exactement. Et en fait, mais il n'est pas décidé d'emblée pour toutes les situations. Et on va dire qu'il y a des puéricultrices qui passent régulièrement au domicile de la famille pour donner des conseils de puériculture, pour peser le bébé, des conseils sur l'allaitement ou pour l'alimentation si ce n'est pas l'allaitement, ou même pour les aider à la prise des médicaments. D'accord, ça permet de guider un petit peu. Oui, exactement. Il y a autre chose aussi pour aider? Il y a aussi la PMI, protection maternelle et infantile. C'est une structure toujours mise en place dans toute la France où il y a une équipe multidisciplinaire avec différents soignants, des sages-femmes, des puéricultrices, des médecins, des psychologues, etc., qui peuvent entourer effectivement la famille et le bébé parce qu'ils peuvent offrir un lieu où aussi les puéricultrices peuvent au tout début donner des conseils, etc. Et cette structure, à différence de l'HAD, elle peut être effectivement, elles peuvent être mises en lien avec cette structure par le service de néonatologie, mais peuvent aussi librement les parents s'y rendre à la PMI de leur choix d'ailleurs, sans sectorialisation. Okay. Simona, vous avez eu recours à ces aides, l'HAD ou la PMI? Tout à fait, oui. On a eu la chance en fait d'être accompagnés du coup par l'hospitalisation à domicile pendant 1 mois.
Et en fait, c'était super parce que du coup, effectivement, on se retrouve seul avec notre enfant, bien content, mais on a un peu peur d'être un peu abandonné. Et pas du tout, en fait. Et du coup, effectivement, la première semaine, je pense que c'était presque tous les jours. Et après, c'était deux fois par semaine. Et en fait, on avait la possibilité, du coup, effectivement, de poser toutes nos questions à la personne qui était avec nous très fréquemment. On ne reste pas tout seul avec ces questions, on a quelqu'un à tout à qui... fait, on peut toujours, tout de suite les sortir, à ne pas s'angoisser pour rien, en fait. On voit que cette aide, elle est précieuse au tout début, mais lorsque l'enfant est grandi, il y a aussi un suivi qui va se mettre en place. En quoi ce suivi, c'est un enjeu majeur pour les prématurés ? C'est un enjeu majeur parce que les enfants nés prématurés, ils ont quand même des risques du neurodéveloppement majeur, plus important par rapport à la population d'enfants nés à terme, même si dans une grande part des cas, tout va s'estomper au fur et à mesure avec la croissance. Mais il faut du coup être alerte, avoir une vigilance accrue pour détecter d'éventuelles difficultés précocement pour savoir les orienter. D'accord. Et qui est-ce qui va assurer ce suivi pour suivre les enfants ? Alors en France, depuis déjà plusieurs années, en gros depuis 2005-2007, le suivi s'organise autour des réseaux pédiatriques. Ces réseaux couvrent désormais presque tout le territoire français et même les territoires, même s'il y a quelques différences géographiques, on va dire, dans tous les territoires, ils sont en train d'être mis sont en construction et dans les 2/3 des territoires, ils sont déjà bien actifs et ils permettent en fait d'organiser le suivi de ces enfants pour avoir une qualité meilleure de suivi pour de la naissance, de la sortie à domicile jusqu'à les 7 ans de l'enfant. Ça permet de guider toute la prise en charge, enfin tout le suivi de centraliser. D'accord. Et ils sont suivis par qui ces enfants ? En fait, on choisit un médecin qu'on appelle médecin pilote qui coordonne ce suivi. Donc, il assure des consultations pour tout au long du développement de l'enfant. Donc, comme je disais, de la sortie à domicile jusqu'à 7 ans. Surtout, il s'assure d'orienter vers des spécialistes de la toute petite enfance, les enfants selon leurs besoins. Donc, ils peuvent être orientés vers des psychomotriciens, vers des orthophonistes, vers des kinésithérapeutes, des psychologues. Et aussi, il va être vraiment un pivot, il va créer les liens entre les parents et toutes les structures de prise en charge qui peuvent être des structures multidisciplinaires, comme on disait tout à l'heure, la PMI, aussi les CAMS, ou aussi plus en général vers tous les médecins libéraux ou hospitaliers qui soient référents ou spécialistes. C'est vraiment un médecin coordonnateur. Qu'est-ce qui peut être médecin pilote ? Alors, ils peuvent être médecins pilotes, les médecins hospitaliers, les mêmes qui ont suivi l'enfant lors du séjour en néonatologie, donc des pédiatres néonatologistes. Ils peuvent être aussi, et surtout, ceux-là, ils suivent les enfants, on va dire, souvent les plus atteints ou les plus nés prématurément, qui peuvent avoir du coup eu plus de complications lors de leur séjour hospitalier. Et sinon, ils peuvent être orientés vers des médecins de PMI, donc qui assurent le suivi dans le centre de PMI, ou alors des médecins libéraux, donc pédiatres de famille ou médecins traitants, ou dans certaines situations, parfois des médecins de CAMS. D'accord. Vous, Simona, comment ça s'est passé pour vous ? Votre fille, elle a été suivie par un médecin pilote ? Deux. En fait, la chance. Donc en fait, elle a eu effectivement 2 suivis parallèles. Donc un suivi par un médecin pilote qui était notamment le docteur Autré de l'hôpital Saint-Joseph, où Lisa a eu la deuxième partie de son hospitalisation. Et on a eu aussi des suivis par le docteur Zupan dans le cadre du CAMS. Et donc en fait, d'un côté, du coup, le docteur Autré, je pense au début, on l'a vu très souvent parce qu'en plus, Lisa a bénéficié des injections contre la bronchiolite. Et donc, le premier hiver, en fait, tous les mois, on voyait le docteur Autré.
Et après, un peu moins souvent, effectivement, je pense que c'était 3 fois par an au début, 2 fois et 1 fois à la fin. Et avec le docteur Zupan aussi, on alternait du coup les périodes pour avoir une couverture uniforme. Voilà. Et en fait, du coup, c'était l'occasion du coup, de se voir pour suivre le développement d'Elisa et nous adresser du coup aux spécialistes si besoin. Ça fait plusieurs fois qu'on entend ce mot CAMS, que pas forcément tout le monde connaît. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est un CAMS puisque vous travaillez Alors un CAMS, c'est un établissement où on accueille des enfants de 0 à 6 ans. Un CAMS est constitué d'une équipe avec des pédiatres et puis tout un tas de professionnels du développement, des kinésithérapeutes, des psychomotriciens, des orthophonistes, des psychologues, quelquefois d'autres types de professionnels encore. Et les CAMS, il y en a en général plusieurs par département et ils ont 2 missions. Ils ont la mission d'accompagner le développement pour lesquels il y a la mise en évidence d'un trouble du développement déjà constitué ou d'une anomalie génétique ou des choses très très diverses. Ils ont aussi la mission d'accompagner des enfants, notamment des grands prématurés, dont on sait que le développement est plus fragile qu'un autre, pour accompagner les enfants, les familles et leur permettre d'avoir un développement le plus satisfaisant possible. Qu'est-ce que ça vous a apporté, ce suivi organisé par des médecins référents dont on a parlé? En fait, pour nous, c'est très important. Pour Lisa, ça a été très important. Ce qui nous rassurait beaucoup, c'était surtout le fait d'avoir quand même, dans ce cas, 2 personnes qui connaissaient Lisa depuis la naissance presque et qui connaissaient bien son parcours, qui la voyaient du coup grandir et se développer et donc était tout à fait adapté à repérer si jamais des problèmes très vite en fait. Et on disait qu'il y avait plusieurs consultations différentes. C'est quoi les âges clés pour ces consultations de suivi? Alors maintenant, à peu près, ça, c'est un tout petit peu différent, mais globalement, et ça se rejoint dans tous les réseaux, les suivis se fait effectivement en âge clé. Donc il y a une consultation qu'on met en place en général, on essaie de les voir entre 3 et 4 semaines après la sortie de néonatologie, comme c'est une période un peu fragile. Et après, on raisonne en âge corrigé. L'âge corrigé, on calcule à partir de l'âge en fait, théorique du terme de naissance. Et donc, on les revoit à 4 mois, 9 mois, 12 mois, 18 mois, 24 mois en âge corrigé. S'il y a besoin de les voir entre les consultations, on peut toujours rajouter des consultations. Et après, en général, on espace. Et on fait des consultations 1 fois par an en âge réel, donc à 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, jusqu'à 7 ans. D'accord. Et après, on peut faire aussi des suivis, on va dire, par des spécialistes associés, surtout en termes neurosensoriels, surtout on va organiser de façon systématique une consultation avec un ophtalmologue pédiatrique. On l'organise en général entre les 9 et les 12 mois d'âge corrigé, puis avec un contrôle à 3 ans. Pareil, si quelque chose est détecté, on le fera plus souvent. Et dans certains cas, mais pas systématiquement, on peut les adresser aussi avec un ORL pour contrôler l'audiométrie. Ce qu'on faisait aussi quand les enfants étaient plus petits, on continue après à le faire dans le suivi. En quoi ça consiste une consultation de suivi pour un enfant anciennement prématuré dans les grandes lignes? C'est une consultation plus longue où on prend le temps de bien parler avec les parents et de regarder l'enfant voilà, dans son développement, on va dire, global. Donc, il y a des points somatiques, effectivement. On fera un examen approfondi somatique, mais surtout... Somatique, c'est le corps, hein, c'est voilà, ça? Voilà, c'est le corps. Mais aussi, on se concentrera sur le développement neuromoteur et cognitif. Donc, on explorera de façon plus particulière toutes les ce qu'on appelle les acquisitions de l'enfant, qui deviennent de plus en plus riches maintenant que l'enfant grandit, pour voir si tout va bien ou si on doit l'orienter vers des spécialistes pour lui donner un coup de pouce et le refaire rentrer dans
bon développement. Bon développement. À quoi il faut être vigilant concernant la croissance somatique, on dit, sur le corps et sur la santé des enfants prématurés? Est-ce qu'il y a des particularités par rapport aux enfants qui sont nés à terme? Oui, en effet, on suit de façon assez intense et régulière, surtout au début, la croissance staturopondérale et aussi du périmètre crânien. Car, comme vous pouvez imaginer, un enfant qui naît très avant le terme, il continue de grossir, grandir pendant son séjour à l'hôpital, mais il sort à un âge qui est à peu près l'âge du terme prévu, donc de sa naissance théorique, mais alors qu'il a en réalité 2, 3, 4 mois de vie déjà. Ça, et donc forcément, sur les courbes il y a un petit décalage du carnet de santé, il se retrouve tout en bas. Mais ce décalage est normal, il se rattrape, sauf qu'il faut être patient et il faut se donner à avoir 2 ans en fonction de la degré de prématurité pour que ce décalage se rattrape. Et donc on les suit attentivement, on suit attentivement l'alimentation parce que du coup on insiste pour que vraiment ils aient des apports caloriques optimaux. Et aussi, on essaye parfois de retarder un tout petit peu la diversification, donc les passages au solide, parce que pour attendre la maturité de leur système digestif, mais aussi pour attendre leur maturité, on va dire, neurologique. D'accord. Et ces enfants, ils sont aussi un petit peu plus fragiles oui. Au niveau certains organes sont plus sensibles aux infections et donc aux infections en général, en particulier aux infections respiratoires. Et donc, comme le disait Simona, en effet, on renforce le schéma vaccinal, en particulier contre les bronchiolites. Et on conseille vivement aux parents de faire une évacuation des collectivités sur le premier hiver. D'accord, on va pas dans les crèches. Éviter la crèche, l'alte garderie le premier hiver. D'accord. Pour le préserver des risques d'infection respiratoire et autres. Au-delà de la santé physique, il y a aussi le développement cérébral et psychomoteur. C'est quelque chose qui vous a questionné, Simona, la peur des séquelles de la prématurité? Oui, bien sûr. On nous a mis au courant du coup de tout ce qui pouvait se passer, donc des séquelles que Lisa pouvait avoir. Et donc, on était très alerte, très attentif à son développement. On a eu de la chance, il n'y a pas eu vraiment des signaux inquiétants, mais toute petite chose, ça nous interrogeait, évidemment. Déjà, c'est, je pense en général comme ça pour les parents, en plus du coup, vu son histoire. Et en fait, du coup, quand même, on avait donc la chance de pouvoir poser nos questions, du coup, pendant les suivis au médecin référent. Et effectivement, on a reçu beaucoup de conseils, notamment par exemple, effectivement, au point de vue moteur, Lisa a commencé à marcher assez tard, à 17 mois. Mais donc, en étant notre premier enfant, on ne savait pas si c'était normal ou pas, si ça pouvait être lié à la prématurité. Donc le docteur Zupin nous a rassurés, donc elle nous a conseillé comment l'aider en fait à se mettre à 4 pattes, à se mettre debout. Et donc, voilà, ça vous a aidé tout à fait. à ce qu'elle puisse bien se développer. Docteur Zupan, comment on évalue le bon développement neurologique et psychomoteur de l'enfant? Ça va être étape par étape, au fur et à mesure des consultations du développement. Donc, comme elle a expliqué le docteur Sermaisi, la consultation est faite à la fois avec le recueil de tout ce que les parents ont pu observer, de comment est l'enfant à la maison, comment il se comporte, quelles sont ses acquisitions, et puis un temps d'observation où ça va être à la fois de l'observation, mais également quelque chose dans l'interaction, dans le jeu. Et donc on va regarder un petit peu tous les domaines du développement à chaque consultation, ajusté bien sûr à l'âge de l'enfant. Et donc on va regarder attentivement le domaine de la motricité, comment l'enfant bouge au niveau de son corps, de sa motricité globale. Dès qu'il va être un petit peu plus grand, on va regarder sa motricité fine, qu'est-ce qu'il fait avec ses petits doigts, comment est-ce qu'il manipule. Un domaine très important, c'est le domaine de la communication. Comment est-ce qu'il communique avec son corps, avec son regard, avec sa mimique. Et puis après va se développer le langage. Voilà.
Plus tard, on va se questionner sur est-ce qu'il arrive à être attentif, puisque c'est un domaine qui est précieux après à l'école pour avoir des bons apprentissages. Voilà, puis on va être attentif aussi à d'autres aspects du développement. Donc, j'ai parlé un petit peu dans le terme de la communication, tout ce qui est interaction, les interactions sociales, comment est-ce que quand il va être à la crèche, à l'école, quel intérêt il a pour les enfants, voilà. Et puis à son état, je dirais, général, hein, est-ce que c'est un enfant qui apparaît épanoui, qui est plutôt gai dans l'ensemble? On va être attentif à est-ce qu'il n'a pas, j'en parlais un tout petit peu tout à l'heure, c'est des irritabilités. On a des enfants, voilà, qui vont mal supporter d'être touchés au niveau de la face, comme s'ils gardaient quand même des traces de tout ce qu'ils ont pu vivre en période néonatale, ou sensibles au niveau des mains ou des pieds. Voilà, on a certains enfants qui sont sensibles au bruit, au contraire pas sensibles au bruit, qui vont avoir besoin d'avoir une ambiance très, très sonore autour de... Voilà, tout ça, c'est des toutes petites choses, voilà, qui sont considérées comme des restes mineurs, mais qui peuvent avoir quand même un impact, notamment sur le comportement de l'enfant. Hein, et on a souvent des enfants, voilà, qui vont être coléreux, qui vont être, voilà, mal supporter les changements, etc. Voilà, charge à nous de comprendre, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Voilà. Donc vous observez l'enfant, et puis après, si vous détectez des choses, qu'est-ce que vous faites? Vous adressez vers d'autres professionnels? Voilà, exactement, en fonction de ce qu'on observe. Donc il y a certains professionnels, voilà, qui reviennent souvent, surtout chez les tout-petits. On a beaucoup recours aux psychomotriciens. Voilà. Chez les kinés, pour les kinés aussi, les enfants ont souvent acquis des postures dans leur couveuse. Ils ont un peu la tête en arrière comme ça, donc on a besoin de les aider à s'enrouler. Donc les kinés sont très précieux. Après, il y a les orthophonistes qui vont intervenir sur la communication. Voilà, puis d'autres types de professionnels, mais assez souvent les psychologues aussi. Voilà. Pour le vécu de l'enfant, le vécu au niveau familial aussi, ça peut quelquefois rester un peu difficile. Mais tout ça, ça se travaille. Le tout, c'est de ne pas rester figé dans quelque chose un peu compliqué. Voilà. Donc c'est une prise en charge globale. Vous, Simona, les consultations, elles ont permis de détecter des problèmes chez Lisa et de les solutionner? Tout à fait. Oui, ça nous est arrivé effectivement. Donc c'est le docteur Zupin qui a remarqué par exemple que Lisa n'entendait pas bien, donc elle nous a adressé vers un ORL. Elle s'assurait quand même qu'on continuait les suivis ophtalmologiques parce que Lisa du coup elle avait été prise en charge pour une rétinopathie du prématuré et donc elle continuait son suivi. Et aussi, c'est au CAMS, en fait, qu'on s'est rendu compte pour la première fois que Lisa avait une tendance à marcher sur la pointe des pieds. Et du coup, on a commencé au CAMS les suivis et les traitements kinés qu'on a après continué en libéral. C'était très important pour vous, tout à fait. Ce suivi. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux parents pour aider les enfants à bien se développer, à bien s'épanouir? Vraiment, je pense que, comme déjà l'a dit aussi le docteur Dupin, il faut vraiment privilégier les interactions et vraiment l'échange avec son enfant, le parent avec son enfant, les deux parents. Et ça, c'est primordial parce que même quand il y a des signes d'alerte à un niveau neurologique, là, vraiment, le fait d'instaurer un bon lien et de passer beaucoup de temps avec son enfant, ça permet d'estomper et de même corriger certaines attitudes. Donc vraiment jouer avec son enfant, prendre le temps de passer du bon temps, s'allonger au tapis avec son enfant en l'aidant pour enrouler le bassin ou aussi les bras pour qu'il puisse finalement arriver à attraper les objets ou même ses pieds. Aussi lui lire un livre favorise vraiment l'interaction avec le bébé et stimulera après l'arrivée aussi du langage oral. Donc vraiment, c'est fondamental.
Pour les progrès de l'enfant, le fait de vraiment d'interagir avec lui, c'est très important. C'est pas même rattraper ce que vous disiez des petits problèmes qu'il y a pu avoir avant. Exactement. D'accord. Est-ce que ça vous a guidé, Simona, vous, ces consultations, justement, pour essayer d'éveiller Lisa ? Tout à fait, tout à fait. On a reçu aussi beaucoup de conseils, effectivement, pour son éveil. Bon, d'abord, c'était vraiment l'éveil moteur, plutôt. Mais aussi, par exemple, pour faire passer plus facilement les morceaux, quand elle a commencé, du coup, à manger un morceau. Et après, aussi, du coup, pour l'apprentissage, on s'est posé beaucoup de questions, en fait, au niveau du langage. Parce qu'encore une fois, Lisa avait du retard par rapport à la moyenne sur le début, en fait, de l'expression du langage. Mais bon, je suis d'origine italienne, mon mari est allemand, donc on a choisi de lui parler du coup dans nos langues respectives. Elle apprend les français, elle apprenait le français par la nourrice maintenant à l'école. Et donc on se disait peut-être on n'a pas fait les bons choix, surtout par rapport à son histoire, peut-être on aurait dû être moins exigeant. Voilà. Pour elle d'avoir les 3 langues. Donc on s'est posé pas mal de questions, mais aussi sur cet aspect on a été rassurés en fait et encouragés. Qu'est-ce qu'a dit le docteur Dupont alors? De continuer de parler les trois langues. Absolument, avoir plusieurs langues. Dans la famille, c'est une très grande richesse. Donc au début, c'est sûr, un tout petit enfant, par exemple de 2 ans, peut pas avoir autant de vocabulaire dans les... par exemple, on va dire qu'un enfant de 2 ans, s'il dit 50 mots, l'enfant va pas pouvoir dire 50 mots dans une langue et plus 50 mots dans l'autre. Au début, voilà, il y a des petites différences. Mais après, il y a beaucoup d'études qui montrent que c'est une très grande richesse d'avoir de langues maternelles, voire 3. Là, on vient de parler des risques plutôt à court terme, mais quels sont les risques à moyen terme et à long terme pour l'enfant? Qu'est-ce qu'on surveille après? On va surveiller, on en a parlé un petit peu quand on parlait de comment est-ce qu'on conçoit une consultation du développement. Donc il y a les aspects de la motricité auxquels on va être très vigilant, surtout dans la première année, les toutes premières années. C'est assez fréquent chez les enfants nés très en avance qu'en fait, ils prennent une façon corporelle d'être qui n'est pas optimale. Et donc, on a besoin, comme disait le docteur Sermazy, de les aider à retrouver bien leur corps, à s'enrouler pour préparer ensuite les déplacements, le 4 pattes, la marche, etc. Ça peut arriver aussi, heureusement beaucoup plus rarement, qu'il y ait vraiment des séquelles motrices qui sont en général liées avec des lésions au niveau cérébral. Voilà, on va bien surveiller tout ce qui est le développement de la communication, du langage, des interactions. Vous disiez tout à l'heure, mais là, à plus long terme, c'est aussi quand ils sont à l'école, c'est ça? Quand ils sont à l'école, voilà. À très long terme, alors pour le coup, il y a les apprentissages. Donc il y a les apprentissages, je parlais un tout petit peu de l'attention, qui peut être fragilisée chez le grand prématuré. Et puis, il y en a certains qui peuvent avoir une certaine maladresse au niveau gestuel, et donc le graphisme peut être un peu difficile. Mais il y a des aides qui sont possibles. D'accord, donc on détecte, et comme voilà. Plus tôt, en fait, on vous a adressé aussi à d'autres professionnels. Lisa, comment elle va aujourd'hui? Elle va très bien. Elle va très bien. Elle a 7 ans maintenant. Elle est une fille très heureuse qui se développe très bien. Elle parle 3 langues. Du coup, elle a réussi. Elle a réussi. Et en fait, tout se passe bien. D'accord. Donc c'est parfait. Elle a encore un suivi pour quelque chose? Donc oui, effectivement, elle a arrêté du coup les suivis CAMS et avec les médecins pilotes. Mais elle est juste suivie en fait maintenant une fois par an par l'ophtalmologue, comme beaucoup d'enfants d'ailleurs de son âge. Et elle continue à faire de la kiné effectivement libérale pour sa marche sous la pointe des pieds. D'accord. Ça va jusqu'à 7 ans le suivi, c'est ça s'arrête à 7 ans. Le suivi dans le cadre du réseau, oui, c'est jusqu'à 7 ans, en sachant qu'il y a beaucoup de médecins pilotes, surtout en libéral, qui peuvent prolonger s'il y a besoin. Si on voit qu'à 7 ans, il y a des difficultés au niveau des apprentissages ou ce genre de choses, soit on redirige
vers une autre personne, soit on maintient le suivi. On ne laisse pas... on laisse pas la famille à 7 ans. Oui, d'ailleurs, dans certains cas, le médecin pilote, c'est le médecin traitant, c'est le pédiatre traitant, donc il continuera à le suivre pendant l'adolescence, donc indépendamment de son évolution. Et quel conseil vous donneriez aux parents tout au long du suivi? Là, on a parlé de tout le suivi. C'est quoi votre conseil aux parents? Je pense mon conseil principal, c'est d'accepter en fait toute l'aide qui est offerte. En fait, pour nous, ça a été fondamental d'avoir ces suivis de Lisa, et on s'est mis complètement dans les mains des médecins. On a trouvé des médecins exceptionnels. On leur a fait complètement confiance. On leur a posé toutes nos questions. On a eu toutes nos réponses. Et donc, en fait, je pense que c'était fondamental pour nous, pour Lisa évidemment, parce que du coup, tout problème était détecté précocement et suivi naturellement. Donc, les suivis, ça a été fait en fait très facilement. Et aussi, du coup, on a aussi bénéficié en fait d'un suivi psychologique. C'était d'abord à Bicêtre où Lisa est née. Donc, on a vu pendant 2 mois en fait la psychologue du service qui nous a beaucoup aidé en fait dans les premiers moments qui étaient très durs. Au CAMS, on a participé quand même à un groupe pour les grands prématurés pendant quelques mois où il y avait une psychomotricienne et un psychologue. Et aussi, lors des consultations avec les médecins référents, en fait, il y avait toujours un petit moment pour nous où le médecin nous posait la question, en fait, comment ça se passe pour vous? Est-ce que vous, les parents, comment allez-vous? Et ça, pour nous, c'était très important parce que du coup, on s'est senté quand même suivis, nous aussi, en fait. C'est ça, c'est avoir aussi un suivi des parents, parce que les parents qui vont bien, c'est aussi des enfants qui vont mieux, peut-être. Mais je vous remercie beaucoup pour votre témoignage. On va laisser la place maintenant aux questions des internautes. Alors la première question, c'est une question de Pierre. Est-ce qu'il y a un mode de garde privilégié pour les enfants prématurés? Est-ce que la garde en crèche est risquée? Oui, on l'a dit comme tout à l'heure, on évite sur le premier hiver, surtout pour les plus grands prématurés aussi qui ont eu des parcours hospitaliers caractérisés par des difficultés respiratoires importantes, de les mettre en crèche sur le premier hiver. Donc, on peut fournir comme aide qui existe en France la JPP. Donc, c'est une aide journalière de présence parentale. C'est une aide financière dont les parents peuvent bénéficier parce qu'ils restent à la maison, donc ils ne peuvent pas travailler. Et donc, ils peuvent bénéficier d'une aide financière pour s'occuper de son bébé et ainsi ne pas devoir le mettre en collectivité. D'accord. Caroline nous dit qu'il y a 25 ans, au fur et à mesure que ma fille grandissait, et notamment quand elle est rentrée à l'école, j'ai réalisé les difficultés liées à sa naissance, 24 semaines et 5 jours, avec de gros décalages par rapport aux enfants de son âge. J'ai dû gérer ce suivi moi-même, trouver les professionnels adaptés et également prendre en charge l'ensemble des coûts. Comment est organisé le suivi du développement de l'enfant? Est-il systématique aujourd'hui pour les très grands prématurés et pris en charge? On voit que ça fait 25 ans, ça a changé en fait depuis, c'est ça? Oui, en fait, les réseaux, ils ont commencé à se créer en 2005-2007. Donc, sur tous les territoires français, après, progressivement, donc pas forcément partout. Mais en tout cas, sur l'Île-de-France, par exemple, que tous les réseaux font ce type de suivi, ça fait au moins 12 ans. Donc, mais avant, les parents pouvaient être confrontés à ce genre de effectivement, il pouvait y avoir ce genre de problématiques. Pour certaines situations, c'était organisé dans les services de néonatologie par les pédiatres de néonatologie qui continuaient à faire ce suivi jusqu'à 7 ans, mais parfois ça s'arrêtait avant. Et dans certaines situations, effectivement, ils étaient plus laissés à eux-mêmes et donc ils devaient l'organiser avec les libéraux, et il y avait, je pense, moins de sensibilisation à ça, moins de aussi médecins formés à toutes les spécificités de la prématurité. Oui.
On a une autre question. Les structures CAMS que vous avez mentionnées sont-elles aussi en contact avec l'école et les enseignants? Travaillent-ils de concert pour le développement du grand préma? Alors, tout à fait, oui, il y a des liens possibles entre le CAMS et les écoles. Et on demande toujours l'autorisation, bien sûr, des parents, mais notamment, il y a la possibilité d'organiser à l'école, pour les enfants qui ont des difficultés, ce qu'on appelle des réunions d'équipe éducative, à laquelle les parents, bien sûr, participent. Et le CAMS peut être à ces réunions. Et donc, et c'est là que vont se discuter quels aménagements on peut faire. On peut mettre en place pour que l'enfant soit le plus heureux possible à l'école et soit en situation d'apprendre le mieux. On a une autre question de Caroline. Est-ce qu'il y a des études de suivi à long terme, longitudinales, qui ont été menées sur le développement des grands prématurés? Et si oui, quels sont les enseignements? Oui, il y a beaucoup d'études. Et en France, il y a eu les grandes études EPIPAGE, une première grande étude longitudinale en 1997 et puis une deuxième en 2011, si je ne dis pas de bêtises, voilà, 2011, donc qui permet d'avoir ce suivi à long terme, à 5 ans et même 8 ans. Il y a d'autres pays où il y a même eu des études jusqu'à l'âge adulte. Donc ça, c'est un recul qui est très précieux pour nous, pour nous aider à réfléchir à comment améliorer le devenir de ces enfants, parce qu'on sait qu'il y a malheureusement dans un certain nombre de cas des séquelles. Plus on descend dans les âges gestationnels, plus ce risque augmente. On a une dernière question, c'est un petit peu en rapport avec ce qu'on disait sur peut-être la sensibilité aux infections. Quel vaccin faut-il faire en plus si mon enfant est prématuré? Alors, en plus, c'est surtout qu'on renforce les schémas déjà des vaccins que normalement ils sont faits en 2-4 mois de vie. On fait une injection intermédiaire à 3 mois des vaccins hexavalents et de anti-pneumocoque qu'on fait chez tous les bébés, même les beaucoup sur les infections pulmonaires. Donc oui, respiratoires et pulmonaires. Et en particulier, on l'avait un peu dit tout à l'heure, on vaccine contre les infections pulmonaires AVRS, contre les bronchiolites qui peuvent causer des bronchiolites, pour lesquelles les prématurés, on va dire, ils sont plus à risque de faire des complications sévères, risque d'hospitalisation. D'accord, donc il y a une prise en charge vraiment assez spécifique au niveau des vaccins. Oui. Et je vous remercie beaucoup, toutes les trois. Merci d'avoir témoigné, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Et je voudrais remercier aussi tous les parents et tous les professionnels qui sont intervenus ce soir pour répondre à toutes vos questions sur le parcours de l'enfant prématuré. Je voudrais également remercier la FHU Préma et son directeur Vassili Tsatsaris, Laurence Lecomte, sa coordinatrice, JI Healthcare qui nous ont accueillis dans leurs locaux ce soir. Si vous souhaitez plus d'informations sur la FHU Préma, vous pouvez vous rendre sur le site internet www.fhu-prema.org. Vous pouvez aussi les suivre sur les réseaux sociaux et suivre leurs actions. Enfin, si vous souhaitez faire un don pour faire avancer la recherche, vous trouverez ce QR code en bas de votre écran. Vous pouvez le scanner et vous pourrez aussi le retrouver sur la page d'accueil du site de la FHU Préma. Tous vos dons seront reversés au groupe hospitalier APHP Centre. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis et bonne soirée.